Donc, on est rendu à au deuxième webinaire qui est Par où commencer pour arrêter de dire fais attention, qui est une série en fait de trois webinaires qui portent sur le jeu risqué ou la saine prise de risque dans le jeu. On accueille aujourd'hui une nouvelle personne. Je vais vous parler de l'objectif avant de vous le présenter. L'objectif, en fait, de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience, en fait, des répercussions du jeu risqué pour vraiment tendre à modifier son vocabulaire, puis d'adopter vraiment une communication plus favorable. C'est d'où réside, en fait, le terme fais attention. C'est ce qu'on essaye, en fait, ce qu'on va tenter aujourd'hui de démystifier d'où ça vient, mais aussi de savoir c'est quoi aussi les bienfaits qui aident d'adopter la bonne posture et le bon vocabulaire. Donc, sans plus tarder, ben, je vous présente Mathieu Point, qui est professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQTR. Mathieu, si tu veux bien te présenter. Eh ben, bonjour Rosalie, merci de l'invitation. Ben oui, professeur depuis quelques années déjà à l'UQTR, donc à Trois-Rivières. Je travaille essentiellement moi sur le jeu extérieur et notamment la prise de risque dans le jeu. Je suis responsable des programmes en petite enfance et à l'éducation préscolaire, tout ce qui est développement professionnel. Je travaille beaucoup aussi sur l'éducation par la nature, donc ce que fait Rosalie vient me rejoindre directement dans mes intérêts. Merci Mathieu. Puis c'est pour ça aussi, en fait, qu'on collabore sur parfois sur des articles de blog, puis là aujourd'hui, en fait, sur un webinaire. Moi, je m'appelle Rosalie, comme l'a dit Mathieu. Pour ceux et celles qui se joignent pour la première fois en fait au webinaire, que ce soit en fait en virtuel, j'ai fondé Nalu pour maximiser le contact des enfants avec la nature, autant par les aménagements d'aires de jeu. Je produis des webinaires, du contenu aussi, que ce soit sur YouTube, LinkedIn ou Facebook. Si vous avez des informations ou des questions, vous pouvez toujours me rejoindre en fait à l'adresse info@nalueducation.ca. Donc, on va reprendre. Aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment d'adopter un nouveau vocabulaire, donc pour retirer le fait attention ou de savoir pourquoi en fait on dit fait attention. Donc, je vais te laisser, Mathieu, introduire justement la prise de risque ou le risque d'apprendre. Oui, mais en fait, j'aime bien cette phrase, la prise de risque ou le risque d'apprendre, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette prise de risque-là, donc ce qu'on appelle des fois la- les saines prises de risque, les défis à la hauteur des enfants, en fait, sont des éléments qui sont essentiels en fait pour le développement de l'enfant dès le plus jeune âge. Si l'enfant ne prend pas de risque, il va moins se développer, moins rapidement et de façon moins intéressante que si l'enfant passe par les prises de risque. Puis ces prises de risque-là, en fait, l'enfant les fait dans son jeu. Ces prises de risque, c'est là où c'est lui qui va décider ben, s'il va entreprendre de grimper, de sauter depuis une hauteur, de se décider de courir après un ami, etc. Donc, c'est des petites prises de risque qui sont à la hauteur du développement de l'enfant. C'est pas l'adulte qui doit décider si c'est une prise de risque ou pas pour l'enfant, c'est l'enfant lui-même qui décide de prendre un risque. Euh, donc, l'importance que je voulais mettre aujourd'hui, c'est dans le jeu de l'enfant, comment cet enfant-là va par lui-même décider de prendre des risques ou non. Donc, je pense que tu peux passer à la diapo d'après, Rosalie. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ces enfants-là, ben, ils veulent prendre des risques quand ils sont en train de jouer. Il y a des recherches qui ont montré que si on demande aux enfants c'est quoi les jeux préférés, ben, c'est de grimper, de sauter depuis des hauteurs, d'avoir des sensations en fait, comme de tourner, de se balancer dans leur jeu. Puis c'est à travers ces expériences-là, en fait, que l'enfant va apprendre à découvrir son environnement, à rentrer en relation avec les autres. Donc c'est important pour lui parce que ben, il va apprendre à découvrir le monde qui l'entoure, notamment à travers ces jeux risqués-là. Puis c'est axé beaucoup aussi sur le jeu libre. Donc, c'est initié par l'enfant, c'est lui qui décide s'il le fait. C'est vraiment intrinsèquement relié à ses envies, là. Exact, mais en fait, c'est directement relié à la définition du jeu, hein, qui passe par le plaisir, puis la motivation intrinsèque, puis la notion de liberté. Euh, Puis ce jeu-là, qu'on appelle jeu risqué, ben,
il vient du sentiment de l'enfant de vouloir s'accomplir, en fait, de vouloir se développer. Et ça passe par, oui, d'un point de vue moteur, hein, d'un point de vue des mouvements de l'enfant, mais c'est pas juste ça. Puis on va le voir dans les retombées que ça a chez l'enfant dans son développement. Qu'est-ce que le jeu risqué va amener à l'enfant, en fait? Ben, en fait, on va en parler maintenant. Justement, là, les différentes compétences développées, que de laisser l'enfant jouer librement et de faire en fait les actions qu'il souhaite faire, que ce soit de la prise de risque. Donc, est-ce que tu veux me parler justement des compétences qui sont développées? Il y en a beaucoup, là, on en a ciblé quelques-unes qui sont essentielles, qui sont sorties dans la recherche, dans différentes recherches. Ben, la première compétence, ça va de soi, là, avec le jeu risqué, c'est l'évaluation des risques. Si un enfant, en fait, n'a pas l'occasion de prendre des risques dans son jeu, ben, il n'aura pas l'occasion d'évaluer un risque. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ben, à travers le jeu risqué, l'enfant, lui, développe des compétences en évaluation des risques et notamment en évaluation du danger. Donc un enfant qui, dans son jeu, prend des risques, va être plus à même à voir s'il y a un danger potentiel ou si c'est juste une prise de risque que lui va décider ou non de mettre en place. Ce que la recherche tend à démontrer aussi, c'est que les enfants qui prennent des risques dans leur jeu ont moins tendance à se blesser parce que justement, ils font une meilleure évaluation des risques, ils sont plus attentifs dans leur jeu. Tout à fait. Au niveau de la régulation émotionnelle, ça c'est très intéressant parce que à travers les jeux risqués, les enfants ben, vivent des émotions des fois fortes, notamment la peur, des fois un petit peu de euh, la déception parce que ben, ils ont voulu prendre un risque puis finalement ils ont fait demi-tour, ils s'en sont pas sentis capables. Et ça, c'est des émotions qu'ils apprennent à gérer et ils apprennent à réguler leurs émotions, donc à accepter ces émotions-là puis à les gérer d'un point de vue interne. Sur le long terme, c'est important parce que, notamment au niveau de ben, la colère, la peur, mais ça va diminuer l'agressivité chez les enfants. Donc ça a des bienfaits à long terme. Puis surtout, quand on devient adulte, ben, la régulation émotionnelle est vraiment importante. Donc là aussi, c'est des compétences qui sont développées à travers le jeu risqué, pas uniquement, mais qui vient aider à développer ces compétences de régulation émotionnelle. Puis vous allez voir, hein, toutes ces compétences sont interreliées aussi. Il y a l'estime de soi, parce qu'un enfant qui prend un risque, donc il va décider ou non, face à une situation, de prendre le risque. Ça va lui permettre de prendre conscience de ce qu'il est en mesure de faire et de ce qu'il n'est pas en mesure de faire. Donc, ben, s'il est capable de faire quelque chose, ben, il va gagner en confiance. Puis son estime de soi va être aussi développée. Au contraire, s'il est face à quelque chose dont il n'est pas capable de faire parce qu'il a essayé de l'entreprendre puis il n'a pas réussi, ben, il va développer aussi une bonne connaissance de soi, puis son estime de soi va être juste, c'est-à-dire que lui, il va savoir, ben, là, je suis en mesure de le faire ou non, je ne suis pas encore en mesure de le faire, donc je dois encore travailler avant de réussir cette action-là. Et tu disais tout à l'heure que ça interrelie, ça fait penser entre autres à l'évaluation des risques. Tout à fait. Oui. C'est exactement la même chose. Puis, ben, on l'a dit tantôt, hein, une des compétences aussi, c'est de prendre des initiatives. Mhm. Là encore, ça a des conséquences sur le long terme dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire que ben, un enfant qui est en mesure de prendre des risques dans son jeu, donc, quand c'est pas interdit, quand c'est pas brimé par l'adulte, ben, c'est un enfant qui va être en mesure de prendre des initiatives. Parce que dans le jeu risqué, ben, ça vient de lui-même. Et donc, quand il est face à d'autres situations, ben, il peut encore prendre des initiatives. Ça va rejoindre une des compétences qu'on va parler après, qui est celle de la résolution de problèmes. Où justement, cette prise d'initiative-là, ben, face à un problème, ben, l'enfant va essayer de trouver des solutions, d'être créatif face à un problème. Donc, il est capable de développer en fait certaines compétences par rapport à des situations un petit peu plus stressantes comme celle qui vit dans son jeu risqué, mais dans la vie réelle par la suite. Donc de prendre des décisions sous pression et de meilleures décisions dans ce genre de situation plus stressante là. Donc, ça s'applique à la vie quotidienne éventuellement. Donc, ça part de la jeune enfance et tout ça s'applique jusqu'à l'âge adulte. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a un problème de société qui est celui de l'anxiété.
Beaucoup de recherches mettent un petit peu le doigt sur le fait que ben, c'est un petit peu dû des fois à ce manque de prise de risque dans le jeu de l'enfant pendant la petite enfance. Parce que les enfants qui ne prennent pas de risques ben, sont un peu surprotégés et donc ne vivent pas ces situations stressantes-là, ne savent pas y faire face et peuvent développer des problématiques d'anxiété. Et donc de passer par le jeu risqué dans l'enfance et de développer des compétences qui vont faire face à ces situations stressantes-là et donc d'être moins anxieux par la suite. Donc c'est des liens qui se font actuellement en recherche qui sont vraiment intéressants parce que c'est un problème de société assez grave. On parle de surprotection des parents ou même en milieu de garde aussi par les éducatrices ou les éducateurs. On parle aussi de ça, là. Oui, tout à fait. Puis on va en reparler tantôt. Hein. On vit dans une société qui prône le risque zéro, hein, où c'est la sécurité maximum, mais des fois au détriment du développement de l'enfant. Tout à fait, je comprends ça. Ça s'applique aussi aux aménagements d'aires de jeu. Tout à fait. Euh, Développement physique, donc quand on parle de jeu risqué, c'est souvent un jeu qui est actif. Donc on a parlé de course à haute vitesse, de grimper, de sauter, des éléments reliés à la hauteur. C'est aussi se cacher, c'est manipuler des outils, des éléments naturels, puis tout ce qui est jeu de chamaille. Il y a l'élément physique qui est présent derrière le jeu risqué et développer en fait ces compétences-là, notamment au niveau du saut, de grimper, de ramper, etc. C'est des habiletés qu'on appelle des habiletés motrices fondamentales qui vont être essentielles tout au long de la vie pour rester actif en fait. Donc, dans le développement physique, ça joue un rôle très important aussi. Capacité à faire face à l'échec, ben ça, on en a un petit peu parlé, hein. Dans le processus du jeu risqué, ben, il y a possibilité de ne pas réussir. Ça ne veut pas dire que l'enfant va être blessé ou quoi que ce soit. C'est généralement, la plupart du temps, face à un jeu risqué, ben, l'enfant va faire demi-tour tout simplement. Donc, il sent qu'il n'est pas encore en mesure de faire quelque chose. Donc, il fait face à un échec personnel. Il apprend à faire face à cet échec-là. Puis, il va gérer avec maturité, en fait, les différentes embûches qui viennent face à lui, mais toujours en prenant le l'environnement de jeu dans lequel il évolue, d'être dans cette modalité de jeu va lui permettre de rester dans le plaisir et de développer des compétences de capacité à faire face à l'échec. Puis la dernière compétence qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui, c'est celle qui est reliée à tout ce qui est social, parce que le jeu risqué se fait pour la plupart pas tout le temps, mais souvent avec d'autres enfants où ils vont négocier ensemble. Certains enfants vont mettre de l'avant du leadership pour expliquer aux autres comment faire. Il y a la notion d'imitation qui est présente là, mais toujours dans le respect de chaque enfant ou les rendus puis de son unicité. Donc, généralement, l'enfant ne va pas reproduire les compétences d'un autre parce que lui, il n'en est pas capable. Donc, il va se respecter. Et c'est là où l'adulte, généralement, on respecte pas ça parce que on va interdire pour tout le monde ou alors on va inciter un enfant à faire le même geste qu'un autre alors qu'il n'est pas rendu là. Donc la prise de risque dans le rôle de l'adulte, c'est pas de promouvoir des risques inutiles, mais c'est pas non plus d'interdire la prise de risque chez les enfants. Donc, c'est à dire que si un enfant est compétent de le faire, qu'il y a une réussite, ça va encourager, si on veut, l'adulte à dire, OK, il y a beaucoup d'enfants qui seraient capables aussi. Mais c'est pas nécessairement tous les enfants qui sont à la même place. Puis c'est aussi de respecter ça aussi. C'est de laisser l'enfant le faire, le tester, l'expérimenter. Puis c'est pas parce qu'un enfant s'est blessé nécessairement qui est lié à un danger, mais qui est lié à un risque bénéfique. C'est de le laisser ou de pouvoir le laisser faire. Ben Expérimenter. oui. Puis l'importance, un des rôles de l'adulte, ben, il y en a deux essentiels pour moi. Ben, un, c'est de donner du temps de jeu en quantité suffisante pour que l'enfant puisse, dans son jeu, prendre des risques, initier des types de jeux risqués. Puis le deuxième, c'est de proposer des environnements qui sont sécuritaires, mais qui présentent plusieurs opportunités de jeux risqués pour tout type de jeu chez l'enfant. Puis c'est là où bah, l'adulte a un rôle important parce que dans cet environnement-là, bah, l'adulte, lui, doit prendre une place, être présent pour justement avoir un environnement sécuritaire. Donc le fait que l'adulte soit présent proche de l'enfant va l'amener à être à l'aise dans l'environnement, donc au niveau de sécurité affective.
mais pas trop proche non plus de l'enfant pour pas que l'adulte intervienne tout le temps auprès du jeu de l'enfant parce que ça vient complètement dénaturer le jeu de l'enfant. Donc il y a un certain équilibre à prendre en place. L'adulte, lui, va devoir justement avoir une attention particulière sur ben, les dangers potentiels. Si l'enfant ne le voit pas, ben, c'est là où ça peut devenir un danger pour l'enfant. Donc, euh, d'être attentif à ça, d'aménager l'environnement pour qu'il soit sécuritaire. Donc, des fois, si on voit que les enfants veulent, par exemple, grimper à un endroit où nous, on ne trouve pas ça sécuritaire parce que peut-être il y a des roches en dessous, etc., ben, c'est de l'aménager. On peut amener un tapis de sol, on peut choisir un autre endroit pour dire, ben, vous voulez grimper, ben, essayez cet arbre-là, il est plus accessible, il y a moins de roches en dessous. Donc, il y a plein de possibilités. Il faut juste être attentif à ces possibilités-là en tant qu'adulte. Ben, en fait, pour faire le pont avec les aménagements, c'est beaucoup, là, on parle de cette prise de risque-là, surtout en plein air. Puis quand on parle de prendre ces risques-là en plein air, ben ça peut être n'importe quel arbre en forêt. Il faut choisir le bon arbre, entre autres, pour grimper. C'est de ça aussi qu'on parle. Mais si on parle dans la cour, si on a un arbre qui est mature dans la cour, mais si on la design, notre cour, puis qu'on se dit, Hey, on va mettre des roches en dessous de l'arbre, qu'éventuellement il devient mature, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on retire les roches dans le temps? On peut faire ça. Mais il faut réfléchir de manière cohérente avec ce qu'on veut faire dans le temps. Donc, c'est ça l'objectif aussi, là. Exact. On serait rendu en fait à parler de cette Oui. belle esquisse en fait qui est en lien avec une étude que tu as menée. Je ne sais pas si tu veux nous en parler. Alors, c'est un projet qu'on a mené en fait avec le centre de service scolaire des Samars, avec des enseignantes de maternelle 4 et 5 ans, où en fait c'est ce qu'on appelle une recherche action formation, où on a accompagné le milieu en fait dans son changement de pratique par rapport au jeu risqué. Donc c'était une dizaine d'enseignantes qui avaient des pratiques complètement différentes les unes des autres par rapport à ça, mais qui pour la plupart n'osaient pas trop faire de jeux risqués pour toutes sortes de raisons. La crainte au niveau de la sécurité, au niveau des plaintes, au niveau de la gestion du groupe d'enfants, au niveau Assurance. des parents, etc. Euh, et en fait, nous, on les a accompagnés et ce que vous voyez là, c'est une synthèse qu'ont fait les enseignantes. Là, on l'a remise au propre, mais elles ont dessiné ce que ça avait apporté, en fait, le projet en termes de connaissances pour elles, puis ce qu'elles ont vu dans la pratique par rapport aux enfants. Et donc, on peut voir sur le dessin qu'elles elles ont vu toutes les opportunités du jeu risqué. On voit chaque enfant faire différents types de défis à leur hauteur, en fait, hein, des types de jeux risqués, donc jouer avec les éléments naturels, grimper, être en équilibre, utiliser des outils et autres. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est aussi ben, toutes les retombées qu'on voit dans les feuilles de l'arbre, donc apprendre de ses limites, contrôler ses gestes, l'estime de soi, la coopération, la curiosité qu'elles ont vu ressortir chez leurs enfants de 4 et 5 ans, la gestion des émotions, la créativité, la résolution de problèmes et de conflits, la diminution de l'anxiété, puis le développement global de l'enfant. Donc c'est vraiment ce qu'on vous a présenté au niveau de la recherche. Elles l'ont vécu dans la pratique, puis c'est ce qu'ils ont retrouvé aussi. Puis ce qu'on voit sur les branches, sur le tronc, en fait, ben, c'est tout ce qui venait avec, en plus, le fait d'être actif, de manipuler, le plaisir, les défis, la nature, l'exploration, la découverte. Puis, euh, ce qu'on voit, l'enfant qui grimpe, là, elles ont marqué, je m'élève à chaque opportunité. Donc, tout ce développement de l'enfant en fonction des prises de risque. Puis j'attire votre attention sur ce que l'enseignante dit en fait. Sa posture à elle qui a changé en fait. Il y a eu tout un changement de posture chez les enseignantes qui ne sont plus dans en fait les interdits, qui sont plus dans le fait de dire fais attention, mais dans une posture de guide. Elle va encourager, elle va soutenir le jeu des enfants, accompagner et observer aussi ce jeu-là pour pouvoir mettre en place du jeu risqué chez les enfants. Puis ça va amener à la diapo d'après où on va commencer à parler un petit peu justement de cette posture-là de l'adulte qui accompagne les enfants, où généralement le réflexe quand on voit une prise de risque, c'est de dire ben, fais attention. Puis c'est normal comme réflexe. Moi aussi, comme parent, ça m'arrive régulièrement, même si je suis très averti sur le sujet auprès de mes garçons, de dire fais attention. Mais c'est une intervention qui est un petit peu à proscrire, à limiter, parce que ça fait un arrêt du jeu chez les enfants.
Si on dit ce fait attention-là, c'est parce que, ben, comme on l'a dit tantôt, on vit dans une sécurité, dans une société qui met la notion de sécurité au cœur de tout. C'est le risque zéro qui est prôné. Par contre, ben, tous les bénéfices qu'on a vus avant par rapport au jeu risqué, ben, ils sont moins présents quand on dit fais attention parce qu'on vient limiter le jeu des enfants. Tout à Donc, fait. je Mais voulais. en fait, c'est comme le gros build-up. On a fait vraiment un gros build-up pour faire comprendre d'où l'importance des bienfaits de s'engager dans du jeu à risque. On en a parlé aussi dans les autres webinaires. Mais on voit aussi, même en tant que parent, Mathieu, tu le vois, puis tu te dis, ben, moi aussi, tu sais, tu le dis, puis souvent, j'ai des amis à moi qui sont parents qui disent pas attention à leurs enfants ou ça fait partie de nos mœurs. On utilise ce vocabulaire-là, mais dans quoi ça se fonde, si on prend le temps de réfléchir, souvent, c'est aussi parce qu'on n'a pas le temps de constater qu'est-ce qui se passe. On n'a pas le temps d'évaluer s'il y a un danger ou un risque qui pourrait avoir enfin, un danger qui pourrait y avoir, mais avant que l'enfant s'engage dans une action. Euh, L'important aussi, c'est, il y en a parfois qui vont même aller à transférer leur propre peur en disant fais attention. Donc, ça aussi, il faut savoir où est-ce qu'on se situe comme personne, quel type de peur on a. Si, par exemple, on a peur des hauteurs, ben, on va peut-être avoir peur aussi que notre enfant s'engage dans le jeu en hauteur. Mais rien n'empêche que notre enfant n'est pas nous. Donc, il faut dissocier ça aussi, ce qui demande un travail. C'est un art, là, ce qu'on présente là, c'est un art de essayer de voir la nuance puis de changer le vocabulaire aussi éventuellement. Une des choses aussi qui nous fait dire, entre autres, fais attention, c'est qu'on ne connaît pas nécessairement les habiletés des enfants. On en a parlé plus tôt. Il y a des fois des enfants qui ont l'habileté de grimper haut, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas tout de suite. Il y a un enfant qui va peut-être se blesser à grimper super haut, puis on va dire à tout le monde, fais attention pour pas te blesser. Donc, on met tout de suite un arrêt de jeu pour pas que l'enfant se blesse, mais peut-être que l'enfant qui voudrait s'engager dans le risque, il pourrait le faire parce qu'il a la capacité de le faire ou est-ce qu'il est rendu dans son développement. Puis un autre élément, ben, c'est souvent le lien de confiance. Ben, de là découle en fait le lien de confiance et la communication en fait qui n'est pas tout à fait établie avec l'enfant. Euh, donc les hauteurs, par exemple, maximales à grimper, ou les endroits, par exemple, quand les enfants veulent jouer à la cachette, le fameux se cacher là, qui est dans la prise de risque. Donc, est-ce qu'ils connaissent les règles établies, puis pour en fait diminuer les dangers de ce jeu à risque. Ce qui m'amène à vous dire, en fait, le par où commencer pour diminuer l'utilisation du terme fais attention. Bien, souvent, ça va être d'établir le lien de confiance avec les enfants. Donc, ça prend du temps. Après ça, bien, ça va apprendre à connaître leurs capacités qui sont grandissantes. Ça aussi, ça prend du temps à connaître les capacités des enfants. Ça va être d'identifier les dangers qui sont immédiats. Identifier les dangers immédiats, ce serait par exemple un arbre mature, un arbre mort. Puis là, les enfants voudraient grimper dedans sur les branches hautes. Ben, en fait, c'est un danger immédiat parce que l'arbre va avoir plus tendance, s'il est mort, les branches sont plus cassantes. Donc ça, c'est un danger immédiat. C'est ce qui va vous aider à changer de vocabulaire. Le prochain, ça va être de faire un suivi après l'activité. Faire un suivi veut simplement dire qu'est-ce que les enfants ont accompli. Souvent, on ne le voit pas nécessairement, mais les enfants vont avoir une fierté d'avoir grimpé aussi haut, d'avoir utilisé des petits outils qu'ils n'avaient jamais utilisés, construit des choses avec des éléments de la nature. Donc, ils vont pouvoir vous le partager. Comme ça, vous allez gagner en confiance sur les capacités des enfants. Ça aussi, ça va vous aider à diminuer le terme fait attention. Puis privilégier les environnements connus. Euh, En nature, souvent, on peut penser à vouloir aller explorer avec les enfants. L'important, c'est d'aller faire un scan ou faire aller regarder qu'est-ce qui existe aux alentours de nous, voir qu'est-ce qui pourrait se passer comme type de danger. Puis ensuite de ça, on devient de plus en plus en confiance avec l'environnement. Et de là va découler en fait la diminution du terme fait attention parce qu'on va être en mesure de connaître en fait les dangers environnants. Ça découle aussi de accompagner, observer, soutenir, encourager, guider. Ça, c'est le rôle qu'on va prendre le temps, en fait, de détailler au prochain webinaire avec Julie Tourville. Donc, tout ça, en fait, va aider à soutenir votre démarche pour le changement de langage, puis d'avoir une posture beaucoup plus positive sur la saine prise de risque. Si on le met en contexte,
Je ne sais pas si tu veux enfin introduire, Mathieu, les différents types de risques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place? Mais c'est ça, il y a plein de possibilités. Là, on vous a donné quelques exemples que vous voyez sur l'image, mais le principe de base, c'est de plutôt que d'interdire, donc en disant fais attention, c'est de conscientiser l'enfant sur son geste, sur l'environnement autour de lui. Par rapport à la hauteur, ben, quand un enfant veut grimper à une branche, ben, on peut lui demander ben, est-ce que tu as testé si la branche était fragile ou pas? Est-ce que tu as regardé s'il y avait des amis autour de toi pour grimper de façon sécuritaire pour soi, mais aussi pour les personnes autour de lui. Euh, donc, par exemple, si l'enfant veut grimper sur une roche où il a plu avant, plutôt que de lui dire fais attention, c'est glissant, ben, c'est le conscientiser. As-tu regardé la roche? Est-ce que tu as vu que cette roche-là était peut-être glissante? Est-ce que tu as testé avant de grimper dessus pour voir si tes pieds glissaient ou pas? De le faire conscientiser comment il va placer ses mains. Donc, dans une posture plus éducative, d'accompagnement, de guide, qu'une posture où on va proscrire l'action de l'enfant. C'est les mêmes principes pour chacun des types de jeux risqués. Donc pour la vitesse, c'est la même chose. Donc si l'enfant veut se déplacer très rapidement, ben, c'est de le faire rendre compte de l'environnement dans lequel il va courir. La plupart des blessures, en fait, dans une cour de service de garde éducatif à l'enfance ou de maternelle, arrivent sur le plat. Parce que c'est là où les enfants sont moins attentifs, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans cet environnement-là. Alors que quand un enfant grimpe, par exemple, ben, il a un niveau d'attention très élevé, donc il y a très peu de risques de blessures qui sont reliés à ce type d'action-là. Donc souvent, c'est relié à un niveau d'attention qui est variable chez l'enfant en fonction du type de prise de risque. Donc dans une prise de risque, généralement, le niveau d'attention est très élevé. Donc l'enfant par lui-même fait attention à ce qu'il est en train de faire. Là où nous, on doit intervenir, c'est quand l'enfant ne fait plus attention à ce qui est autour de lui. Des fois, il fait attention à lui, mais plus à l'environnement ou aux autres enfants autour. Euh, pour les outils, ben, c'est de poser les questions, à savoir si il a tout prévu pour se protéger. Donc, est-ce qu'il a pris des gants, des lunettes de protection? Est-ce qu'il sait comment placer ses mains pour utiliser les outils? Est-ce qu'il a regardé s'il y avait d'autres amis autour de lui pour utiliser ces outils? Pareil pour les éléments de la nature. Euh, Savoir si, euh, là, il y a des éléments, des fois, avec les beaux temps qui reviennent, des points d'eau, par exemple. Donc, est-ce que les enfants ont le droit d'accéder à ces points d'eau-là? S'ils y accèdent, ben, est-ce qu'ils peuvent y aller jusqu'à quelle hauteur dans l'eau? Donc, nous, c'est de mettre des limites aussi par rapport à ça. Tu peux y aller, mais l'eau ne doit pas dépasser tes chevilles, par exemple. Puis d'avoir toujours un adulte à côté. Donc, si l'adulte n'est pas là, l'enfant n'a pas le droit d'y aller. Donc, c'est des interdits, mais qui permettent quand même ce type de jeu chez l'enfant. Donc, il y a toutes sortes de façons de contrôler en fait l'environnement, puis les façons dont l'enfant va prendre des risques. Un autre exemple, c'est les jeux de chamaille, donc la lutte qu'on a mis là. Euh, Ben, c'est par exemple d'avoir un mot commun à l'ensemble des enfants qui participent au jeu, qui est un arrêt d'agir. Si un enfant dit le mot, par exemple, stop, ben, tout le monde s'arrête. C'est-à-dire que lui, il n'était plus à l'aise dans le jeu, donc ça permet aux autres enfants de s'arrêter aussi. Donc, c'est de mettre en place des moyens pour que le jeu puisse être vécu par les enfants, mais dans des conditions sécuritaires, en fait. Donc, cette posture de l'adulte-là est une posture d'accompagnant qui va permettre de conscientiser l'enfant sur le type d'action qu'il est en train d'entreprendre. C'est vraiment ça, c'est que l'enfant prenne conscience de ce qui se passe. Puis comme tu dis, en fait, l'enfant qui s'engage dans du risque est de plus en fait, est très attentif à ce qui se passe. Mais c'est quand justement que ça, c'est acquis. OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce qu'il peut encore porter attention à ce qui se passe? Je suis vraiment contente, en fait, qu'on en parle de tout ça parce qu'on n'a jamais, en fait, dit le terme fait attention on a trouvé des stratégies, des solutions pour tendre à changer le vocabulaire ou de voir comment on peut faire la transition. Puis c'est pas demain matin, en fait, que le vocabulaire change. On a toujours cette crainte-là, on peut avoir cette crainte-là qui reste. L'important, c'est de valider aussi ce que l'enfant fait, ce qu'il veut faire. Ça aussi, des fois, au lieu de dire fais attention, on pourrait dire, par exemple, de manière générale, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tout de suite, on pose la question, il n'y a pas un arrêt d'agir, mais l'enfant réfléchit à ce qu'il veut faire aussi dans ce cas-là. Puis c'est vraiment intéressant. Puis il y a différents types.
types d'exemples, il y en a encore là, des types de questions que vous pouvez poser. Il y a un document que je vais déposer en fait en lien avec le webinaire qui est vraiment un document en fait sur toutes les... Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de faire attention? Je vais prendre le temps de le déposer dans la description tout après le webinaire. En conclusion, en fait, l'objectif, ça va vraiment être ce qui va faciliter en fait cette transition-là de langage, d'utilisation des mots. Je l'ai pas écrit, euh, mais en fait, c'est de développer ce type de langage-là. Ça va être de développer aussi un lien de confiance avec chaque enfant pour apprendre à connaître leurs compétences. C'est d'être plus conscient aussi. Soyez conscient quand vous dites faire attention, pourquoi vous l'avez dit. Ça demande un travail constant, mais ça fait partie du processus. C'est un art, on l'a mentionné tantôt. Donc, tendez à être plus conscient des mots et la raison pour laquelle vous le dites. La raison pour laquelle vous le dites, ensuite de ça, est-ce que vous auriez pu changer par une autre question? Si vous dites fais attention pour la première fois, puis après ça, vous dites ah, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que tu savais que tu sais, il y a plus, comme tantôt on le disait, il y a plus, la roche pourrait être glissante. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, l'enfant va se mettre à réfléchir. Puis aussi, ultimement, c'est de chercher des alternatives pour conscientiser, puis de rendre autonomes les enfants, pour qu'ils soient de plus en plus compétents, puis développés, en fait, pour un monde qui s'en vient, en fait, sur... on essaye, en fait, globalement, d'enseigner aux enfants des stratégies, des compétences pour qu'ils soient en mesure de résoudre des problèmes qu'on connaît même pas encore les solutions. En fait, c'est des solutions à des problèmes qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est hyper important, en fait, de développer cette autonomie-là à trouver des stratégies, puis chercher des alternatives. Donc, je serais rendue en fait à vous proposer le prochain webinaire qui est le rôle de l'éducatrice. On l'a effleuré, donc observer. Donc les synchros, c'est observer. Attendez, je vais vous revenir dessus. Donc on va revenir sur observer, accompagner, soutenir, encourager et guider au prochain webinaire. On n'en a pas parlé parce qu'on voulait vraiment parler sur le changement de vocabulaire. Puis, ça va être animé avec Julie Tourville, qui est kinésiologue au CIUS Centre de la Mauricie. Ça va être le 12 juin de 14 heures à 14h30. Si vous voulez vous inscrire, c'est en ligne. C'est en ligne. Vous pouvez aller directement sur le site de nalueducation.ca. Puis, Mathieu, je te remercie énormément pour toutes tes connaissances. En fait, ton partage de l'information, surtout de la science, cet appui-là qui est hyper fondamental pour voir, en fait, comprendre que il y a déjà des gens qui le font, ça a été documenté, ça a été cherché. Je te remercie énormément. Et J'espère que ça merci a de fait ton l'invitation. expérience. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le webinaire avec toi. Puis j'espère que ça va porter fruit, puis que ben, les adultes qui s'occupent des enfants vont avoir un peu plus conscience de leurs mots, puis du potentiel de la saine prise de risque dans le jeu des enfants. Puis tout ça, c'est toujours pour le bien des enfants et leur plein développement. Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, je vous remercie énormément. Allez, n'hésitez pas à aller vous inscrire, puis sinon, on se revoit au prochain webinaire.